Bienvenue sur ce nouveau direct des éditions Luciférine avec trois nouveaux auteurs que nous retrouvons donc pour vous parler un peu plus en détail à nouveau d'Étrange Enfance, notre prochaine anthologie et notre projet actuellement donc, en financement sur Ulule. Donc on est content de pouvoir vous annoncer que en une semaine, le Ulule a pu atteindre les 100%, ce qui permet de financer pour l'instant seulement l'impression en 2 couleurs, donc pour vous faire un livre avec du noir mais aussi du rose dans les illustrations et les titres, donc un beau livre comme nous avons pu en faire pour Démon japonais et Belle Époque. Et maintenant, donc, on est sur les finitions. Donc, pour avoir vernis sélectif et dorure, on doit passer les 150%. Donc, on compte sur vous pour poursuivre cette campagne. En tout cas, nous, on sera là tous les mercredis et on ne lâche pas l'activité, avec d'ailleurs prochainement d'autres illustrations à vous montrer. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Brûlé, qui est un habitué des Luciférines, d'Anaïs Cros et de Mélo von Mobius. Donc je vais vous demander à chacun de vous présenter. On va peut-être commencer par Pierre, qui est le plus familier des Luciférines, puisque les deux autres, et c'est un plaisir pour nous, sont de nouvelles recrues que nous avons recrutées sur cette anthologie. À toi Pierre. Pour me présenter en quelques minutes, je suis architecte, métier architecte, profession, parce qu'il faut bien vivre. Et puis à mes heures perdues, les week-ends, le soir, j'écris depuis, on va dire professionnellement avec de vrais éditeurs depuis environ une dizaine d'années. Et c'est vrai que depuis le début des éditions Luciférines, je participe. D'ailleurs, c'était la première anthologie, c'était Nouvelle Peau, en hommage à Edgar Poe. Donc, on a travaillé ensemble sur plusieurs anthologies, dont la dernière avec qui j'ai travaillé, c'était le dernier, c'était Démon japonais. Mais il y a eu Civilisation disparue, il y en a eu d'autres. J'ai aussi eu cette chance de publier un roman, l'adaptation du conte musical de Prokofiev, Pierre le Loup. Donc Pierre le chasseur le loup, qu'on a pu voir sur les pages des éditions Luciférines. Et je travaille aussi avec d'autres éditeurs, parce que j'écris du polar, de la SF, de la fantasy. Et c'est toujours un plaisir que de collaborer avec Barbara, parce que c'est une éditrice avec qui on a un vrai échange, une vraie écoute. Et voilà. Puis c'est une équipe jeune, donc moi, ça me fait du bien. Voilà. Merci Pierre. Donc effectivement, Pierre qui signe la dernière publication des éditions qu'on a sorties en avril, qui est donc Pierre le chasseur et le loup, et qui est le tout premier roman jeunesse que nous publions aux éditions Luciférines, que nous nous ouvrons à un public un peu plus jeune pour tous les amateurs de frissons de tout âge. Anaïs, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi j'écris depuis toujours et j'ai été publiée pour la première fois il y a une quinzaine d'années déjà maintenant pour une série de fantasy qui s'appelait Les Lunes de Sang, qui a connu beaucoup de péripéties éditoriales avant de finir en ce moment chez Armada. J'ai aussi sorti un roman qui mêle fantastique et historique aux éditions Nesty Vennen qui s'appelle L'eau du l'été et dont la suite va d'ailleurs sortir cette année. Donc j'ai plutôt une expérience du roman, même si c'est toujours dans les domaines de l'imaginaire. Et c'est assez nouveau pour moi les nouvelles. J'en lis très peu et j'en écris encore moins. Mais cette année, j'ai décidé de me consacrer exclusivement à l'écriture, même sur un plan professionnel. Et du coup, les nouvelles, ça m'a paru être un défi intéressant à relever. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis là ce soir. Merci Anaïs. Et donc à Mélo. Bonsoir, moi c'est Mélo. Alors moi je suis vraiment un bébé auteur. Je me suis lancée il y a à peine 1 an et demi en me disant qu'on m'enverrait certainement des mails genre ne m'envoyez plus jamais des textes comme ça, c'est horrible et pas dans le bon sens.
Et bah, manifestement, ça a plutôt bien marché. Donc, je fais les appels à texte comme ça, je les suis un petit peu. De temps en temps, on en fait un, on en fait deux. Et puis voilà, j'écris principalement de la science-fiction et du fantastique, voire fantastique horreur. Très peu de fantasy. Et j'avais totalement loupé l'appel à texte Belle Époque et je m'en étais voulu parce que quand je l'ai découvert après, je me suis dit que celui-là, il valait vraiment le coup. Donc, bah, je guettais depuis, je maraudais vraiment sur le site pour guetter le prochain appel à texte. C'est un plaisir de l'apprendre, donc que tu as pu avoir la chance de participer à notre nouvel appel à texte. Puisqu'en fait, on découvre un peu les auteurs, enfin, on se découvre tous auteurs-éditeurs presque pendant les lives, hein, donc c'est vraiment un plaisir d'avoir vos expériences aussi et de savoir que l'appel à texte a bien fonctionné pour chacun d'entre vous. Donc là, je vous ai rassemblés tous les trois autour d'une thématique qui est un peu, puisque chacun a utilisé les jouets, hein, notamment comme thématique assez forte dans la nouvelle. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous avez exploité chacun la thématique, donc des jouets chacun dans vos nouvelles. Donc, on va refaire le tour de table. À Pierre, quel jouet et pourquoi ce jouet, enfin comment ça s'est passé, l'élaboration de la nouvelle pour Étrange Enfance. Alors, pour Étrange Enfance, j'ai utilisé en fait le jouet comme un prétexte à l'histoire, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis tout de suite au centre de cette histoire. J'avais des souvenirs en fait très forts de mon enfance, une enfance, j'ai eu beaucoup de chance, assez heureuse, puisque j'ai vécu en Afrique, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai des parents qui étaient coopérants, j'ai eu cette chance-là. Et il y avait en fait deux lieux qui m'avaient beaucoup marqué. C'était la Côte d'Ivoire, Abidjan. Je me souviens encore de ma chambre où je dormais avec mon frère et c'était des moments assez magiques puisque on retardait le coucher en discutant jusque très tard la nuit. Et il y avait aussi donc un autre lieu dans le Var qui était à Sanary. C'était la maison de mes grands-parents du côté de mon père, qui avait une villa qui surplombait la mer sur un gros rocher. Il y avait un côté comme ça assez fantastique, assez irréel. Et c'était des moments de joie assez forts. Et j'avais envie de raconter dans ces moments un petit peu merveilleux, ces moments un petit peu de chaleur d'été, donc un drame, un secret, quelque chose, on va dire, qui parle de l'enfance volée, l'enfance même violée, puisque j'aborde un terme un petit peu difficile, parce que j'avais été assez sensible il y a quelques mois lors de sujets sur l'attouchement, on va dire, des enfants par des adultes. Et donc, ça a été un petit peu ça. Et le jouet est l'élément, entre guillemets, le décor, ce petit décor qui allait basculer de façon assez subtile, de façon progressive, du réel au fantastique. Donc, c'était en soi, pour moi, un enjeu parce que, d'ailleurs, Barbara me l'a fait remarquer au début, c'est pour ça que j'ai un peu aussi retravaillé mon texte, c'est que j'ai introduit le Pinocchio un peu sur la fin. Donc, pour amener plus à cette attente, à ce mystère qui allait poindre le bout de son nez au fil du récit, je l'ai introduit un petit peu plus tôt. Il y a un réalisateur d'ailleurs, américain-indien, j'ai plus son nom, qui a fait des films qui pour moi m'avaient marqué. C'était Le Village par exemple, ou Le Sixième Sens. C'est qu'il a une façon de filmer le réel et il introduit le fantastique, mais de façon très subtile, avec très peu d'éléments. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc, alors pourquoi Pinocchio? J'ai jamais eu de jouet Pinocchio. Par contre, je me souviens en Côte d'Ivoire, mon père avait à l'époque un caméra 8 et on avait un film 8 et on passait régulièrement parce qu'en Afrique, on n'avait pas la télé, c'était pas aussi évident d'avoir la télévision. Quand il y en avait, c'était que quelques heures par jour. Et donc, je me souviens, on avait le film de 1940, je crois, de Walt Disney, Pinocchio. Et j'avais dû le voir, je ne sais pas, des dizaines de fois. Ça m'avait vraiment marqué.
Et en plus, je ne veux pas trop raconter l'histoire, mais le personnage de Pinocchio, disons qu'il a un appendice, il a un nez qui peut s'allonger quand il raconte, quand il ment. Et justement, le jouet a tout son intérêt dans l'histoire. Mais je ne veux pas trop en révéler parce que, on va dire, sa protubérance qui peut apparaître va avoir une répercussion forte à la fin de la nouvelle. Donc voilà. Et puis, donc en fait, ça a été plus un élément. Je n'ai pas raconté l'histoire, ma nouvelle, autour de ce jouet, mais ce jouet a participé à l'élaboration de l'histoire. Et finalement, il prend toute son importance à la fin. Et on comprend mieux sa présence qui est anodine dans l'histoire. Voilà. Donc, je voulais traiter d'un sujet fort, sans rentrer dans des détails, évidemment, et parler de cette enfance violée. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça raconte l'histoire d'une petite fille sa sœur jumelle a disparu dans d'étranges conditions. Et il y a un secret. Et ce secret bien gardé, et le jouet, qui était le jouet de la sœur jumelle, qui malheureusement a disparu, à se souvenir de ce qui s'est passé. D'où le titre aussi de la nouvelle, Souvenir d'un jouet en bois. Donc voilà un petit peu pour résumer, pour raconter sans trop en dire, parce que ça serait dommage de révéler les éléments qui finalement sont très peu nombreux, mais qui, je pense, font, du moins j'ai essayé que ces petits éléments distillés fassent la force du récit et montent en puissance au fur et à mesure de la lecture de l'histoire. Donc voilà un petit peu pour résumer. Oui, d'ailleurs, ça fait partie notamment un peu de la thématique globale de ce live, hein. C'est qu'il y a le côté vraiment, on en parlera, je pense, avec aussi Anaïs et Mélo, des jouets qui sont quand même vraiment choyés dans l'enfance, sur lesquels on ne porte pas le même regard enfant qu'adulte, et qui portent, on pourrait avoir l'impression qu'ils portent quelque chose, des souvenirs heureux ou des souvenirs chargés, et qu'en soi, un peu comme dans la culture shintoïste, ça peut avoir des conséquences sur ce qu'ils vont renvoyer, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques. Donc on a un peu le côté, on a mis jouet vengeur, mais ça peut aussi être un jouet protecteur. Et c'est vrai que dans les nouvelles qui ont été proposées de manière globale, on a eu beaucoup quand même ces jouets qui portent un souvenir fort et qui, par rapport à ce qu'ils portent, à ce qu'on leur a finalement transmis, peuvent plus ou moins exister et du coup réagir, on va dire, plus ou moins bien selon le choix de l'auteur. Mais comme on est dans des nouvelles fantastiques, c'est souvent pas très très gentil, disons. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur Pinocchio, parce que je trouve assez intéressant le choix de ce personnage, c'est un des personnages des premiers romans jeunesse à succès qui a été publié en feuilleton en Italie dans les années 1880. Et à la base, le Disney est assez, on va dire, accessible, mais c'est quand même un roman très sombre, le roman de Pinocchio, qui a été écrit par un auteur qui n'aimait pas particulièrement les enfants. En fait, c'était une œuvre de commande. Et on lui a demandé d'écrire pour la jeunesse. Il l'a fait pour l'argent. Enfin, il le dit vraiment honnêtement. J'écris ça, mais j'y crois pas trop. Mais tant que je suis payée, je vais continuer. Et ça a marché. Et du coup, voilà, on a donc un peu le côté aussi de ce pantin de bois qui est créé à la base. Donc, c'est pas comme dans la version Disney, il est créé juste pour faire des spectacles, donc pour vendre de l'argent dans des foires, une petite marionnette qui bouge. Mais cette marionnette va, par enchantement, s'animer. Et donc, après, vous connaissez l'histoire, hein, il doit accomplir de bonnes actions pour espérer être récompensé et devenir un vrai petit garçon. Donc, il y a le côté modèle de bon comportement pour les enfants. Mais c'est vrai qu'on a à la base, effectivement, aussi cet objet inanimé de forme, là, pour le coup, humanoïde. Donc, ça, on verra un peu plus, je pense, la semaine prochaine, en abordant la thématique des poupées, qui va prendre vie. Bon, dans le cas de Pinocchio, après, c'est plus l'horreur est plus dans ce qu'il vit lui, de ce que son auteur lui inflige, que dans le mal qu'il fait aux autres, puisque
globalement, c'est un personnage qui est bon, mais qui est très naïf et très dissipé. Enfin, c'est un enfant. Oui. Ça renvoie aussi donc, au dessin animé de Pinocchio. Effectivement, dans mon histoire, c'est un jouet en bois. Et dans Pinocchio, à un moment donné, ça devient un petit garçon, ça devient un jouet animé. Oui. Et dans mon histoire, c'est pareil. C'est que sur la fin, il va s'animer, mais ça ne devient pas un gentil Pinocchio, mais plutôt un méchant Pinocchio. Enfin, c'est plutôt une histoire de vengeance. Et qu'est-ce que je veux dire? Et aussi, pour terminer, c'est-à-dire qu'à un moment dans le récit, à tout moment, on peut se dire que finalement, il n'y a rien de fantastique. On peut avoir sa double lecture, mais peut-être que ça a été provoqué par la personne. Ou peut-être que l'enfant, à un moment donné, il pose le jouet, le matin, il le retrouve à un autre endroit, peut-être qu'il l'a déplacé pendant la nuit, on ne sait pas. Et il y a toujours ce doute entre est-ce que l'enfant l'a bougé, est-ce que c'est le jouet en bois qui s'est mis à avoir une propre vie, mais il y a toujours ce doute hein, jusqu'à la fin. Oui, oui, on est vraiment pour le coup, pour ta nouvelle, Pierre, on est effectivement vraiment dans le fantastique. Donc, peut-être que le jouet s'anime ou peut-être pas. C'est ce qui est intéressant là-dessus, en exploitant justement un des éléments du roman de Pinocchio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Pinocchio, on peut dire que c'est un des premiers pantins animés de la littérature, enfin, même de la fiction. Hein, c'est un des premiers jouets animés de la fiction. Pas de la fiction horreur vraiment, mais on n'est déjà pas dans de la fiction très joyeuse, on va dire. On est dans quelque chose d'assez sombre, même on voit dans Disney, hein, avec ça va aller par un monstre, etc. C'est pas le Disney non plus le plus magique, disons. Donc passons à la parole à Anaïs pour son choix de sujet et ses jouets démoniaques. Alors, pour moi, ça n'a pas été forcément évident de prime abord le sujet, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de nostalgique ou de tourné vers l'enfance. Et j'ai très peu de souvenirs de ma propre enfance. Donc, j'ai dû aller chercher un peu comment faire un lien. Et en fait, le lien, je l'ai trouvé dans mes angoisses, parce que je suis quelqu'un qui a peur du noir, et qui a eu peur du noir depuis toujours. Et je pense que c'est une peur assez répandue chez les enfants. Et du coup, je me suis dit que je tenais quelque chose à faire avec ça. Et en fait, du coup, je suis partie sur l'idée d'une veilleuse qui est censée être un élément rassurant pour quelqu'un qui a peur du noir et comment ça peut, au final, empirer le cauchemar de la personne concernée. Et du coup, j'ai pas voulu prendre comme personnage principal un enfant parce que je trouve que, en tout cas pour moi, hein, c'est extrêmement difficile de mettre en scène un enfant de manière réaliste quand on est un adulte. Parce qu'ils ont quand même leur manière de penser bien à eux qu'on a perdu avec le temps. En tout cas, comme dit, moi, c'est mon ressenti. Et du coup, j'ai préféré mettre en scène une adulte qui est en quelque sorte confrontée à ce qu'elle a vécu dans son enfance à travers des vieux jouets qu'elle retrouve. Pas tout à fait par hasard, comme on le verra en lisant la nouvelle. Et c'est le fait, en fait, de se retrouver devant ces jouets qui lui ont appartenu autrefois, donc elle va quand même les reconnaître, et puis ça va lui évoquer des souvenirs par rapport à son enfance. Et c'est ça qui va déclencher, en fait, les événements de la nouvelle, c'est cette plongée dans son passé où elle avait souffert, ça je peux le dire, elle a souffert de somnambulisme quand elle était enfant. Et du coup, c'est quelque chose qui va lui revenir à travers cette veilleuse que sa mère utilisait dans sa chambre pour justement quand elle avait ses crises de somnambulisme et qu'elle se réveillait au milieu de la nuit et qu'elle n'était plus dans son lit. Et du coup, au milieu de ces, il y a la veilleuse et il y a tout un tas d'autres jouets qu'elle a récupérés en même temps et qui vont plus ou moins la replonger dans les cauchemars de son enfance, on va dire. Et vraiment, ouais, c'était ça, ce que je voulais essayer d'aborder, c'était ça, le fait de la peur du noir et de qu'est-ce qui se passe quand on dort. C'est des questionnements qui sont quand même assez forts chez les enfants et qui, comme dit, peuvent encore l'être une fois qu'on est adulte pour certaines personnes. Et
Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était cette idée que, au final, quand on a peur du noir, est-ce que la lumière va vraiment nous sauver? C'était ça aussi un peu la question que je voulais aborder dans cette nouvelle. Donc voilà, c'est à peu près. Je veux pas trop rentrer dans les détails pour pas casser le suspense parce que c'est une nouvelle qui monte assez vite en tension. Donc si j'en dis trop, ça risque un peu de casser les effets. Mais le point de départ, c'est ça. C'est vraiment cette plongée dans les souvenirs et cette espèce de cauchemar qui revient à travers cette veilleuse et cette peur du noir et ce somnambulisme. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai, quand on est enfant, bon, la peur du noir est une peur assez normale chez presque tous les enfants. Ça apparaît entre 2 et 5 ans en moyenne, puis après ça dure plus ou moins longtemps et à des degrés plus ou moins forts selon l'enfant, selon son contexte aussi, parce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir peur du noir parce qu'ils se sentent isolés. Mais bon, chez l'humain, c'est la troisième peur la plus importante après la peur de certains animaux et la peur du sang, puisqu'en fait, on est une espèce qui dépend entièrement de la vue. Donc, nous, l'odorat et l'ouïe, c'est pas ça du tout. Donc, une fois qu'il fait noir, on n'a plus aucun repère et c'est d'autant plus angoissant pour un enfant parce qu'un enfant apprend seulement à utiliser son corps et ne se sent pas dépendant. Donc quand il est tout seul dans le noir, avec en plus encore un corps qu'il maîtrise mal, il est d'autant plus angoissé. Et puis aussi, quand on est un enfant, on ne maîtrise pas on a une imagination qui commence à se développer sans poser de limites. On ne sait pas encore précisément ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc, pour un enfant, les jouets pourraient s'animer dans le noir, il pourrait y avoir un monstre qui va apparaître sous le lit. Enfin, on ne sait pas, on a l'impression, une fois que la lumière est fermée, on ne voit plus rien et tout peut être possible. Donc, je trouve que justement, c'est assez intéressant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met aux jeunes enfants des veilleuses pour les rassurer. Mais effectivement, on peut se dire que dans ce cas, si tout est possible une fois la lumière fermée, est-ce que la menace va disparaître juste parce qu'on l'allume? Je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire tout à l'heure. Oui, tout à fait. Bah, surtout qu'après une veilleuse, effectivement, quand on a beaucoup d'imagination, une veilleuse, ça reste une petite lumière, hein, donc il peut se dessiner beaucoup de choses dans les ombres qui restent, et d'autant plus quand c'est une lumière colorée, ça donne des teintes étranges et un peu fantasmagoriques à l'environnement, et du coup, ça renforce ce côté bizarre de la nuit qui est déjà inquiétante en elle-même pour un enfant et potentiellement pour un adulte aussi d'ailleurs. Et du coup, oui, une veilleuse, c'est pas forcément mieux finalement. Ce qui est mieux, c'est d'être effectivement, comme vous disiez, c'est d'avoir confiance en soi, en ses capacités de se défendre et de connaître le monde et d'être tranquille en fait. Mais quand on est déjà angoissé, une veilleuse, ça va pas forcément aider à éloigner le cauchemar. Et c'était là-dessus un peu que c'est ce que je voulais souligner un peu dans cette nouvelle, oui. Oui, parce qu'à partir du moment où on ferme les yeux, on ne voit rien non plus. Donc oui, donc le côté des jouets qui peuvent prendre vie et devenir menaçants, notamment quand l'enfant est isolé et dort, hein, puisque ça c'est aussi une thématique qu'on a vu revenir. Donc un peu l'imagination de l'enfant qui commence à s'éployer quand il dort, quand il est seul pour dormir, et où les jouets la nuit peuvent prendre des apparences des fois plus angoissantes que le jour, même si l'enfant joue avec pourtant tranquillement, sans aucun problème, mais la nuit semble leur donner un pouvoir particulier. Mélo, tu as aussi abordé donc ce thème des jouets qui s'animent surtout pour le pire, disons. Oui. Alors déjà, juste, je suis très très fan de Pinocchio, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la nouvelle dessus. Pour le coup, j'ai une collection de Pinocchio à la maison. Et quand j'étais gamine, mes parents ont tellement loué la cassette vidéo de Pinocchio au vidéoclub que le vidéoclub a eu pitié de moi et me l'a offert en fait. Donc j'en suis très très fan, et pour le coup, en fait, si Pinocchio est vu d'une manière aussi maladroite, c'est parce que l'auteur n'aimait pas les enfants, il n'en avait jamais approché, et il a vraiment été confronté à une espèce de bête étrange qu'était l'enfant, et comme il les aimait pas non plus, il avait un peu l'impression que la société partait à volo,
Et comme il était très religieux, il voulait aussi passer dans Pinocchio il faut être bon, il faut aimer son prochain, il faut avoir le goût du travail et tout ça. Donc, ouais, Pinocchio, c'est quand même un livre assez dur et Pinocchio fait des choses vraiment pas belles non plus. Je veux dire, le petit Jiminy Cricket qu'on voit dans le Disney, il le massacre à coups de marteau dans le livre. Donc, c'est pas mignon non plus. Quand la bonne fée lui explique qu'il faut travailler pour gagner sa croûte, il l'envoie balader. Et ça finira très très mal pour lui parce que donc, les personnages qu'on voit dans le Disney, donc du renard et du chat, vont carrément essayer de le pendre à un arbre pendant plus de 3 heures pour le tuer sans réussir. Donc ouais, c'est assez glauque. Oui. D'ailleurs, à Et la bah, base, je crois qu'ils étaient censés réussir, mais l'éditeur et les lecteurs se sont plaints. Il a dû changer le texte parce qu'il en avait marre de son oui, personnage. mais vraiment, je spoil pas la fin s'il y en a qui n'ont pas lu le conte, mais vraiment, je pense que Pinocchio aurait peut-être dû mourir à la fin parce que ce qu'il subit est vraiment pas mieux ça aurait mieux valu pour lui qu'il décède. Et donc sinon, ben voilà, je collectionne donc les Pinocchio, je collectionne aussi, attention s'il y a des phobiques, moi je collectionne les poupées. Donc, quand T'appelles à texte est sorti, je vais peut-être pas laisser trop longtemps, je sais que je préfère pas faire peur aux phobiques. Donc, quand c'est sorti, j'ai beaucoup d'amis à moi qui m'ont envoyé le lien vers l'appel à texte en me disant c'est sur les jouets, tu dois participer parce que tu collectionnes les trucs qui font flipper. À la maison, j'ai donc des Pinocchio, j'ai des poupées, j'ai aussi des casse-noisettes. Quand les gens viennent chez moi, on me dit toujours tu les enfermes sous clé dans ta chambre, tu fermes bien la chambre à clé. J'ai fait provoquer des crises de panique chez des amis à moi qui étaient phobiques. Donc, ben, si pour le coup, le thème était vraiment excellent, moi j'ai eu un petit souci, c'est que j'en ai pas peur de ces poupées. Voire pire, quand j'étais gamine, la seule chose que j'attendais, la nuit ou le jour, c'était qu'elles s'animent. Donc, c'est vrai que quand je vois la peur des gens des poupées, je suis toujours un peu en mode, d'accord, si vous voulez, mais je ne la comprends absolument pas. Donc, vraiment, la difficulté pour s'appeler à texte, c'est de générer une angoisse que moi, je n'ai pas. Donc, je me suis dit, on va essayer de faire autre chose. On va essayer de mettre en relation l'angoisse donc des poupées, cette angoisse un peu irrationnelle des jouets, avec une véritable angoisse de quelque chose qui peut se passer dans la vie. Et donc, le personnage, sans trop en dire, s'appelle Tom, il a 10 ans. Et Tom vient d'être victime d'un accident de voiture avec ses parents. Il se remet donc doucement, il a quitté l'hôpital, il est revenu à la maison. Sauf que il y a un peu beaucoup de choses qui rappellent à Tom l'accident. Par exemple, quand il entend un grincement, ça lui rappelle les grincements de l'habitacle qui se sont refermés sur lui pendant l'accident de voiture. Et donc, voilà, Tom essaye de se remonter psychologiquement après un accident de voiture et les jouets vont pas l'aider du tout. Mais alors vraiment pas. Et est-ce que tu peux expliquer justement très rapidement sur les jouets, donc la relation justement que tu as voulu mettre sans trop spoiler entre le personnage de l'enfant et ses jouets? Je voulais mettre en avant, c'est que des fois, on est très attaché à un jouet, et puis pour une raison ou une autre, on va le laisser sur le côté, on ne va plus le garder, on va le donner, on va le mettre au fond d'un coffre. Et je me suis dit, mais ces pauvres jouets qui ont été choyés pendant des années, comment est-ce qu'ils doivent le vivre? Parce que eux, ils sont pas responsables. Je veux dire, ils donnent tout leur amour de jouer à leur propriétaire, et tout d'un coup, le propriétaire dit, oui, mais non, toi, c'est dans le coffre. Donc voilà, c'était vraiment ça, exploiter aussi ça, on va dire la rancœur du jouet qui a été abandonné alors que c'est pas de sa faute. Oui, c'est ça, c'est juste qu'il y a, enfin, il y a la vie change, bon, souvent il y a le passage aussi à l'âge adulte, c'est vraiment ce côté un peu particulier du jouet qui nous accompagne enfant, avec lequel parfois on va avoir une relation assez forte, hein. On voit souvent les enfants qui veulent faire semblant de nourrir leurs jouets à table et qui ne les lâchent pas, ne les lâchent absolument jamais. Et puis soudain, on a le passage à l'âge adulte ou un événement qui va forcer la maturité aussi, qui va faire que le jouet, soudain, il n'intéresse plus. Enfin, je pense qu'on a tous un peu vécu ça, le vouloir s'amuser avec ses jouets, mais de se rendre compte que c'est bizarre. Ils avaient l'air presque animés avant, mais là, il n'y a plus rien qui se dégage vraiment d'eux. Ils n'arrivent plus à susciter l'intérêt. Et c'est vrai qu'il y a on se dit le côté, effectivement, avec presque toute l'attention qu'on leur a donnée, les mettre d'un coup sur le côté, ça ferait presque culpabiliser. Ouais, c'est ça. On se dit qu'on ferait pas ça à un animal, mais voilà, donc transposer à un jouet, on se dit que ça peut être assez violent aussi. Donc,
Hum, Oui, et c'est vrai que le côté des jouets abandonnés, donc on n'a pas trop, là pour le coup, étonnamment, enfin on n'a pas tellement dans l'horreur, je crois, de, de, de jouets vengeurs parce qu'ils ont été abandonnés, mais j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose, peut-être pas de craindre qu'ils reviennent se venger, mais une certaine culpabilité de l'abandon qu'on ressent peut-être un peu tous pour ces jouets. Je ne sais pas si Pierre, tu as éprouvé ce genre de choses ou Anaïs. C'est-à-dire, C'est-à-dire le moment de se débarrasser, de jeter ses jouets, est-ce que c'est quelque chose de facile à faire? Est-ce qu'on finalement on les garde quand même? Comment ça se passe? alors moi, j'ai pas souvenir. Je me rappelle très bien d'avoir eu un ours en peluche pendant des années. Et puis un jour, il a disparu. Et je pense que c'est ma mère qui a dû le cacher quelque part ou me dire, bah, écoute, non, il est parti. C'était une façon peut-être pour elle de dire, il est temps de grandir un petit peu. Mais je suis resté longtemps à jouer, à avoir d'autres jouets. Bah, j'avais un autre souci, c'est-à-dire que j'ai vécu mon enfance en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Et j'avais un petit souci, c'est que j'ai grandi très vite. C'est-à-dire qu'à 11-12 ans, je faisais déjà presque 1,80 m. J'étais extrêmement grand. Donc quand vous voyez un garçon de 12 ans jouer avec ses Playmobil ou tirer une voiture dans la rue, donc moi j'étais un gamin de 11-12 ans mais qui fait presque 1,80 m, bon, il y a un côté, il y a un petit décalage qui se fait. Et je pense qu'il y avait une petite gêne par rapport à ça. Donc tout doucement, enfin, mes parents, à un moment donné, certains jouets ont disparu. Mais voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais disons que moi, j'ai pas eu ce moment où j'ai dit j'arrête avec mes jouets. Ça s'est fait. Alors pour les autres jouets, comme les sortes de, je sais pas si vous avez connu les Action Joe, les Big Jim, c'est ces sortes de poupées parce que nous, quelque part, on enviait peut-être les filles avec leurs poupées et comme on n'en avait pas, et ben il y a des fabricants de jouets qui ont imaginé des jouets militaires, des personnages de la hauteur des Barbie. Et on s'éclatait avec. Et moi, je jouais très très longtemps. Je pense que ce qui a fait la rupture, et ce qui a été pour moi aussi la rupture de l'enfance, c'est quand je suis revenu en France, définitivement. J'avais 16 ans. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, c'était un tel choc. L'enfance est restée en fait en Afrique. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de jouer avec tous ces petits Playmobil, tous ces poupées. Donc, ça a été pour moi la rupture, c'était en fait le fait de changer d'espace, de lieu, de pays qui a été pour moi le passage, on va dire, un passage un peu brutal parce que j'ai mis du temps hein, avant de digérer ça. Mais c'était ça en fait. Oui, d'ailleurs, je vois que je ne l'ai pas encore mentionné, mais je vois dans le chat que vous en parlez. Donc, effectivement, le film qui aborde le mieux l'abandon des jouets, c'est évidemment Toy Story. Hein. Donc, je pense que c'est un des seuls hein, qui aborde cette thématique, mais je pense que ça fonctionne très bien et que ça trouve écho parce que c'est quelque chose qui est en chacun de nous. Peut-être pas quelque chose qui nous terrifie, mais peut-être quelque chose qui nous interroge, en tout cas sur comment on peut accorder autant d'importance à quelque chose qui va peut-être, dans le cas effectivement dans ta histoire du nounours, qui à un moment va être un peu le confident, qui va rassurer, qui va presque compenser un peu des fois presque l'amour des parents et soudain on le regarde puis il n'est plus rien. Donc c'est vrai que s'ils ont une âme, c'est difficile à comprendre alors que bon, c'est malheureusement peut pas empêcher un enfant de grandir. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose un peu sur le sujet, Anaïs. Non, bah, je pensais à Toy Story, ouais, justement, sur les jouets abandonnés. Après, moi, comme dit, je laisse les objets derrière moi sans aucun scrupule. Donc, il y a sans doute plein de jouets qui m'en veulent quelque part, mais moi, je les ai oubliés depuis longtemps. Après, je pense que le lien qu'on peut avoir avec ces jouets aussi quand on grandit, souvent c'est la légende familiale qui s'est construite autour aussi des souvenirs que les parents vont nous évoquer par rapport à ces jouets, qui pour nous seront pas forcément
important de prime abord, mais à force que dans la famille on nous en reparle, oui, tu jouais toujours avec ce truc, machin. Et c'est comme ça que ce jouet, il va prendre peut-être plus d'importance qu'il en a vraiment eu quand on était gamin. Après, comme dit, je suis pas forcément la mieux placée, n'étant pas une grande nostalgique de l'enfance, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, parce qu'effectivement, je me souviens de certains de mes jouets, mais parce que mes parents m'ont dit 100 fois que je lâchais pas telle peluche et machin, mais spontanément comme ça j'avoue que ça m'évoque pas grand-chose. Mais effectivement, les jouets, la place qu'ils ont pour nous, elle se construit pas que entre nous et le jouet, mais aussi par le regard que les autres ils portent sur la relation qu'on a avec ces objets. C'est vrai, parfois, je pense qu'il y en a qu'on oublie et dont les parents nous les rappellent, mais on s'en souvient même plus, ça arrive aussi. Enfin, moi, je sais que là, je me suis pas trop posé la question puisque à un moment, ils ont tous été jetés et j'étais pas au courant. Donc, comme ça. J'aurais une petite anecdote comme ça, c'est sur l'héritage du jouet. Moi, j'ai des souvenirs de mon père quand j'allais chez mes grands-parents du côté de mon père et on était petits avec mon frère et on avait trouvé une malle à jouer et c'était le jouet de mon père. Et donc, c'est les premières figurines des cow-boys des Indiens. Je me souviens qu'on jouait avec et il y avait ce sentiment déjà à l'époque assez étrange d'avoir cet héritage du jeu et se dire que mon père, quand il avait mon âge, il jouait avec ces petits Indiens, ces petits cow-boys, ces petites fermes en bois. Et j'ai des souvenirs assez forts encore de ça. Et c'était des moments, ouais, alors je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces jouets, hein, après on oublie. Mais c'était assez j'ai ce souvenir-là encore. Ce souvenir aussi des odeurs. Ces jouets en plastique, il y avait une odeur particulière. Ça sentait le vieux plastique. Enfin, il y a ces odeurs aussi hein, qu'on oublie parfois, mais on est très captif à ça et très sensible quand on est enfant. Donc voilà. Et ça a aussi le toucher. Il y a certains jouets, notamment des peluches qui ont des textures qui vont faire qu'on va vouloir les toucher tout le temps parce qu'on trouve ça plus agréable ou rassurant. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi ce rapport-là, juste au toucher ou à l'odeur, qui va faire qu'on va préférer un jouet plutôt qu'un autre. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce sujet, Mélo, également. Dans la catégorie film qui en parle, je crois que le film coréen The Dollmaster, qui doit dater du début des années 2000, en parle aussi. Mais je doute que beaucoup de gens connaissent les films coréens. Après, ça rejoint pas mal, c'est que donc la poupée que je vous ai montrée, en fait, c'est ce qu'on appelle une BJD. Et dans le milieu des BJD, donc où on les achète neuves auprès des compagnies, où on se les revend entre collectionneuses. Mais vraiment, on n'utilise pas le terme de vendre, en fait, dans le milieu de la BJD. On utilise des termes comme accueillir ou adopter. Et il y a vraiment une appropriation de la poupée, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, on peut tout enlever. On enlève les cheveux, on enlève les yeux, on peut enlever des parties du corps pour les hybrider avec d'autres choses, on enlève les vêtements. C'est vraiment en fait une poupée, on enlève le maquillage aussi. Le but quand on rachète une poupée à une collectionneuse, c'est vraiment de la remettre à nu et d'en refaire un autre personnage et de se l'approprier entièrement. Mais c'est assez intéressant parce que sur les milieux, sur les forums de collectionneuses, on est souvent à aller revoir 1 an ou 2 ans plus tard. Oh, tu te souviens, je t'ai revendu telle poupée, t'en as fait quoi, elle est devenue quoi. Donc, dans ce milieu-là, on a vraiment un lien très très affectif avec les poupées, même si on les a revendues à 10 ans, on cherche vraiment à savoir ce qu'elles sont devenues. Mais c'est vrai que c'est amusant comme communauté, on va dire, donc celle des amateurs vraiment de poupées, qui les customisent, hein, qui les recréent un peu entièrement selon leur imagination, selon leur goût, et qui leur attribuent aussi des personnalités parfois à part. Et du coup, par rapport à cette poupée, est-ce que tu as l'impression qu'elle est un peu vivante? Est-ce que comment la relation se passe, entre guillemets, dans le sens où est-ce que ça serait facile de s'en séparer, par exemple? Ce serait vraiment compliqué, surtout que, en fait, la tête ne va pas avec le corps. J'ai réalisé ce qu'on appelle une hybridation. Donc, c'est une poupée, je pense, qui est assez unique. Surtout qu'elle a un maquillage qui est assez unique aussi. C'est pas un maquillage de compagnie, c'est un maquillage amateur. Les habits ont été réalisés à la main, tout a été réalisé à la main. Donc, c'est vraiment un personnage qui a pris forme de A à Z en assemblant des morceaux un peu comme un Frankenstein. Et voilà, je veux dire, c'est plus vraiment un objet, mais c'est vraiment un personnage à part entière. Elle a sa personnalité. On fait beaucoup aussi de séances photos, donc elle a son histoire maintenant. Et ben, j'ai une quinzaine d'autres poupées comme elle, donc
des très petites de 15 cm. Ma plus grande poupée fait 70 cm pour 3 kilos de résine, hein, c'est un bon bébé. Et elles sont toutes liées entre elles via un univers fantastique, en fait. Donc, elles sont, une fois qu'on se les est appropriées, qu'elles sont rentrées dans notre univers, c'est assez compliqué de s'en séparer vraiment. Généralement, on revend celles qu'on n'arrive pas à adopter, justement, celles qui ne rentrent pas chez nous, quoi. Sinon, oui, c'est compliqué, on essaiera à tout prix de la refaire, donc c'est plus qu'un objet. Oui, ça devient vraiment quelque chose, une création, on peut dire, je pense, à part entière, quand on peut Oui, refaire tous les éléments. et ça, c'est exactement comme dans un roman, quand on va inventer son personnage, finalement, on va faire tout son background. Pour la BJD, c'est exactement pareil, sauf que on va l'avoir en physique dans les mains aussi. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, s'il y a des phobiques, n'allez pas voir les photos. Aux États-Unis, dans les années 90, s'est lancée une mode qu'on appelle le baby reborn. Ce sont des créatrices, c'est plutôt les femmes, même s'il y a quelques hommes, qui créent des bébés, mais vraiment absolument semblables à des vrais bébés. Donc, vous recevez des kits de bras-jambes. Après, c'est à vous de faire le corps en matière un peu molle, comme les poupées. Et vous devez tout refaire. Vous devez faire le maquillage le plus réaliste possible, y compris les petites veines, les petites rides. Vous devez implanter vous-même les cheveux et les cils. Et généralement, les collectionneuses et les collectionneurs leur donnent un nom. Ils ont carrément un bracelet de naissance. Quelquefois, les bébés reborn ont aussi un carnet de santé. Et vous voyez, quelquefois, les collectionneurs, en fait, les bébés reborn ont leur berceau. Les parents les bercent, leur racontent des histoires. Donc là, ça va carrément encore plus loin dans l'identification de la poupée. Effectivement, comme on avait dit juste pendant le premier live, plus la poupée est réaliste, plus elle devient un peu inquiétante et plus ça devient étrange d'en avoir une très réaliste chez soi. Donc c'est vrai que c'est une pratique un peu particulière, mais bon, ça permet aussi de dire que finalement, pour certaines personnes, en tout cas, rendre le jouet le plus réaliste et le plus presque vivant possible reste un but à atteindre en tout cas. Donc heureusement, il ne s'anime pas encore, mais quoique, avec maintenant les robots, ça commence, hein. Donc, Après, les bébés reborn s'animent presque parce que les plus doués des collectionneurs arrivent en fait à mettre à l'intérieur du corps un petit dispositif sonore qui imite les battements de cœur, voire arrive à animer les yeux et les bras pour que le bébé bouge de manière la plus naturelle possible. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas initiés, ça doit être très perturbant. Moi, je sais que j'ai l'habitude d'en voir, donc ça ne me gêne pas, mais je vois autant les BJD provoquent déjà une réaction de rejet assez forte, autant les bébés reborn, c'est carrément du dégoût, voire de la peur que ça projette. Donc, oui, je pense qu'il y a un côté de se demander pourquoi des gens cherchent à reproduire un bébé en poupée à ce point parfait. Bon, après, au moins, c'est sûr qu'il est moins contraignant qu'un vrai bébé, donc peut-être qu'il y a une piste là-dessus à explorer. En tout cas, pour fermer la parenthèse, comme j'avais demandé aux autres, est-ce que vous avez une référence, à part Pinocchio, hein, de films ou de livres qui exploitent un petit peu le monde de l'enfance? Je vais commencer par Pierre, tu fais un petit tour de table avant de conclure. Oui, il y a un film qui m'avait marqué, ça reprend une nouvelle de Stephen King. Le film, je pense que vous l'avez certainement vu, c'est Stand By Me, je ne sais pas si ça vous parle. Ce film qui parle de l'enfance, on va dire, oui, de jeunes entre 13 et 14 ans, qui partent un petit peu à l'aventure parce qu'ils ont ouï dire qu'un garçon de leur école aurait été renversé par le train, et ce train passe par une forêt un peu mystérieuse, et ils se disent qu'ils vont être les premiers à découvrir ce corps. Et donc, ils partent très tôt, je crois un dimanche matin, avec leur sac à dos. Ils ont peut-être une ou deux journées de marche. Donc, ils vont camper, ils vont se raconter des histoires la nuit. Et c'est pour moi un merveilleux film qui reparle de l'enfance de façon très juste, avec beaucoup d'émotion. Ce film m'a marqué. C'est une histoire très simple, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a pour moi toute la magie de l'enfance. Et finalement, on se rend compte que quand on est gosse, avec très peu de choses, et surtout dans les années 50 ou 50-60 où se passe le film, les gamins avaient finalement très peu de jouets, très peu de choses. Il n'y avait pas les consoles de jeux qu'on a maintenant, il n'y avait pas toutes ces activités, il n'y avait pas Disney, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et donc, le seul moyen de s'éclater, d'avoir des émotions, c'est de partir en bande, de se retrouver le soir. Et là, ils partent à l'aventure. Donc, ce film-là m'a particulièrement marqué. Et puis, en plus, il
il y a une bande originale qui est assez fabuleuse. Voilà, je dirais ce film-là. Oui, donc comme on avait dit, Stephen King est un auteur qui a très quand même souvent exploité le monde de l'enfance et de ses peurs. Anaïs? Oui, ben moi honnêtement, il n'y a pas vraiment de film ou de livre qui traite de l'enfance qui m'a marqué en tant que tel. Après, des livres ou des films avec des enfants en tant que héros, oui, bien sûr, il y en a plein. Mais je ne saurais pas citer un exemple comme Pierre de vraiment quelque chose de précis. J'ai plus de souvenirs des choses que j'ai regardées quand moi j'étais enfant qui m'ont beaucoup marqué ou des livres que j'ai pu lire du type Club des Cinq qui pour moi était à l'époque c'était ce que j'adorais et ou des films comme Chérie, j'ai rétréci le gosse. C'est pas du très grand cinéma mais mais c'est des films qu'on regardait quand on était gamin et qui nous parlaient à l'époque, qu'on s'imaginait pareil en train de traverser le jardin en n'étant pas plus grand qu'une fourmi. C'était des choses qu'avec mon frère et ma sœur, on appréciait bien. Après, plus que ça, non, je ne saurais pas vraiment dire. Merci. Et donc, Mélo, si tu... Oui, pardon? Terminé, il y a eu aussi un film qui pour moi traite vraiment de la magie de l'enfance, du fantastique, c'est E.T. Je ne sais pas si on l'a tous vu, pour moi ça résume, enfin, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, le personnage extraterrestre E.T., il a été fait en figurine, enfin voilà, en jouet. Je l'avais aussi avec le petit doigt qui s'allume. Enfin, c'était voilà. Et c'est vrai qu'il y a un design d'ailleurs un peu, moi je le trouve un peu inquiétant quand même. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il m'avait fait peur à l'époque. Mais après, tout ce qui véhicule derrière, quand on le découvre justement, il n'en est plus qu'attachant. Parce que le monstre, effectivement, l'inconnu fait peur, il a un aspect assez affreux. Et puis bon, dans le film, bah, on s'attache très vite à lui. C'est vrai, on en a peur au début sur les premières scènes, puis après on s'y fait. Et ben Mélo, donc dernier mot pour... Alors, pour Eti, en plus, il faut savoir que les caméramans avaient reçu l'ordre de filmer à genoux pour filmer à hauteur d'enfant et permettre à un enfant qui regardait le film de mieux s'immerger. Et deuxième anecdote, un petit peu plus cruelle, celle-là, tout le film a été tourné dans l'ordre normal de lecture pour que les gamins y croient. Et le pire, bon, le plus grand n'y croyait pas, mais la petite Gertie, dont j'ai plus le nom, c'est une actrice très célèbre aujourd'hui, mais j'ai plus son nom, Drew avait 5 Barrymore. ans à l'époque. Oui, c'est ça, Drew Barrymore. Et à l'époque, elle pensait vraiment qu'E.T. était vivant. Donc, quand elle pleure parce qu'elle pense qu'E.T. est mort, l'actrice croyait vraiment que E.T. était mort. Elle a été inconsolable pendant très très longtemps. Donc, pour le coup, c'était un petit peu méchant, mais bon. Sinon, au niveau film qui traite de l'enfance, moi, j'ai beaucoup aimé Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui montre comment l'imaginaire d'une petite lui sert à s'évader des horreurs de la guerre civile espagnole. Et j'en ai un deuxième qui malheureusement est trop méconnu aujourd'hui parce qu'il date du début des années 90, qui est La Cité des enfants perdus de Caro et Jeunet, qui est un film absolument hallucinant, qui raconte l'histoire de Crank, une créature créée génétiquement, qui vieillit parce qu'il ne peut pas rêver, qui décide donc avec sa secte de mutants d'aller enlever des enfants dans les villes alentours pour leur voler leurs rêves. C'était vraiment assez terrifiant. En plus, quand on regardait ça petit, c'était très flippant. C'était une galerie de personnages vraiment à gueule, comme on disait à l'époque. Et c'est un film magnifique quand même. Merci pour cette référence. Personnellement, je ne connaissais pas. Je ne sais pas pour Pierre et Anaïs. Oui, oui, c'est effectivement un très bon film. Visuellement, en plus, c'est éblouissant. C'est vraiment bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour ce live qui était très intéressant. Et c'était un plaisir donc, de mieux découvrir, je pense, trois nouveaux auteurs donc, de l'anthologie et leur univers autour de l'enfance. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le Ulule pour nous soutenir au maximum et faire de ce projet le plus beau projet possible. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Au revoir.